La première utilisation du missile de croisière ukrainien FP5 Flamingo aurait eu lieu. Et cela ouvre des perspectives stratégiques qui sont dévastatrices pour les Russes, on ne peut pas le dire autrement actuellement. Nous en parlerons en détail, ici dans ce rapport de situation. Bref aperçu de ce qui s'est passé sur le front. Mais l'accent aujourd'hui est bien sûr mis sur l'importance de cette première mission de combat du FP5 Flamingo ukrainien, qui peut complètement changer la guerre. Mais comme je l'ai dit, tout cela dans ce rapport de situation. Les Russes ont de nouveau mené une grande attaque aérienne contre l'Ukraine, l'une des plus importantes de la guerre. Au total, 500 projectiles ont été employés, dont des drones Shahed, des missiles de croisière et balistiques. Au moins 24 frappes ont eu lieu en Ukraine. Les Russes ont encore causé de lourds dégâts en Ukraine, mais l'Ukraine a riposté. En effet, la première utilisation des Flamands a eu lieu, sur laquelle nous reviendrons en détail dans un instant. Nous débutons par les développements sur le front. Et là, nous avons de soumis les déclarations de blogueurs militaires saxo-habitantés russes. L'un d'eux affirme que les soldats russes y sont préparés à l'arrivée de soldats nord-coréens. On leur communique cela pour les préparer mentalement, afin d'éviter, pour ainsi dire, des incidents de tir amis. C'est-à-dire que des soldats russes tirent accidentellement sur des Nord-Coréens parce que ceux-ci apparaissent de façon inattendue sur place et qu'on ne peut tout simplement pas communiquer avec eux. Le 1000 blogueurs pense que ces missions se feront à l'arrière, les Nord-Coréens étant employés comme cuisiniers et agents d'entretien pour libérer des soldats russes pour le front. Cependant, le fait qu'autant de soldats russes en à l'arrière, servant surtout comme agents d'entretien, pourraient en être envoyés au front est nouveau pour moi. C'est ce qu'on rapporte là-bas. Voilà tout de Sumy. Je ne vois aucun changement sur le terrain. Nous poursuivons vers Kharkiv sans constater de changement sur place. Nous passons maintenant à l'évolution ici sur le front Est. Et là, nous commençons avec un rapport d'un officier ukrainien. Là-bas, il dit que les Russes utilisent des câbles pour faire passer des nageurs de l'autre côté de l'Ostkil. C'est la rivière qui passe ici. Un nageur tire donc un câble de l'autre côté de la rivière et le connecte là-bas. Cela permet ensuite aux soldats russes de traverser la rivière. Je ne sais pas comment, mais ils l'utilisent juste pour traverser la rivière en sécurité, même sans bien savoir nager. En s'accrochant au câble, ou si cela était même utilisé comme une sorte de tyrolienne. Donc, ils descendent le câble pour traverser la rivière plus vite. Ce n'est pas clair. Les Ukrainiens tentent de localiser et détruire ces câbles, mais c'est naturellement difficile. Les Russes n'ont toujours pas réussi à transporter du matériel lourd de l'autre côté de la rivière. Cela signifie que seuls des fantassins russes continuent d'opérer ici. Le soldat ukrainien Rouski signale que les Russes utilisent aussi des canalisations d'eau usée à Kobiansk. Les Russes utilisent des conduits de banquiers depuis des années déjà dans cette guerre et mènent régulièrement des attaques souterraines. Ils ont même développé entre-temps des véhicules spéciaux permettant de se déplacer plus rapidement dans les conduites. Des appareils à roulettes, des véhicules, de petits engins sur lesquels on peut s'allonger pour se déplacer plus rapidement dans les conduites. Justement parce que les Russes mettent de plus en plus l'accent là-dessus, et apparemment c'est aussi le cas à Kobiansk de la part des Russes. On ne sait pas encore exactement dans quelle mesure les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes à Myrne. La partie russe confirme désormais aussi le succès des contre-attaques ukrainiennes ici. C'est tout ce que j'ai à signaler comme changement de front le long de l'ensemble du front Est. Nous allons au sud du Siversk-Donetsk vers Siversk, et là aussi je ne remarque aucun changement. Nous allons donc en direction de Kostiantiniv. Dans cette direction, nous avons quelques petits changements. Tout d'abord, nous avons une géolocalisation d'un soldat russe ici à Oleksandro-Shultin. C'est à cet endroit ici. C'est donc dans la zone jusqu'ici disputée, il n'y a pas vraiment d'avancée. Au mieux, le front s'est légèrement déplacé vers l'ouest, à l'intérieur de la zone contestée. Ensuite, une géolocalisation ukrainienne à Katerinivka confirme la présence d'Ukrainiens dans le nord-ouest de cette petite localité. Je l'avais montré dans le dernier rapport, ou dans l'avant-dernier, que les Russes avaient hissé un drapeau au centre et avaient dit d'autre temps, ça avait dit que cela pouvait encore signifier, par exemple, qu'il y avait encore des soldats ukrainiens ici en haut. Et c'est ce que suggèrent justement les images, que les Ukrainiens ont encore une présence à Katerinivka. Ou à nouveau, cela n'est pas clair pour le moment. Au nord-ouest de là, les Russes ont pris Rosinja, tout l'indique. Géolocalisation à l'ouest puis au nord de la localité.
Les Russes étaient déjà aux abords est de la localité, il est donc probable que Russinja soit désormais sous leur contrôle. Au sud et sud-ouest, vers Pokrovsk, des changements sont aussi observés. D'une part, un drapeau ukrainien a été aperçu à Novoïkonomichne, ce qui nous indique une présence ukrainienne approximativement au centre de la localité. Et au sud, il y a une géolocalisation d'un soldat russe, ce qui nous indique donc une présence russe à cet endroit. Là-bas, sur une vidéo, un soldat russe a parlé de très près avec un homme ukrainien âgé qui était civil et visiblement non armé. Et il l'a ensuite abattu sur l'enregistrement de drones de surveillance. Il a donc commis un crime de guerre. Cela a été géolocalisé ici, montrant clairement une présence russe sur place. En direction de Dnipro, nous avons encore quelques changements. En effet, les Russes ont avancé près de Kotlyarivka, à peu près à ce point-ci. Donc pas de changement dramatique. Ils se sont rapprochés de la frontière de l'oblast, un peu à l'ouest de Kotlyarivka, à cet endroit. Les Ukrainiens eux-mêmes ont libéré Dachne. Nous avons géolocalisé cela ici, à cet endroit. La géolocalisation se trouve à l'extrémité du village, et si près de la limite du village qu'il est très probable qu'il n'y ait plus de présence russe à l'intérieur. J'en conclus que Dachne a été libéré par les Ukrainiens. Konstantin Makovets, l'analyste ukrainien, ajoute en outre que les Ukrainiens ont réussi à reprendre Seleni Ai. C'est ici en haut, je n'ai pas encore trouvé de preuves à ce sujet. Cela fait donc que ce n'est pas vraiment confirmé. Cependant, Konstantin Makovets a été très fiable par le passé. Donc j'estimerai la probabilité à 80% que Seleni Ai ait été reprise par les Ukrainiens. D'autant que de nombreuses contre-attaques ukrainiennes ont récemment réussi dans cette région. Voilà pour les développements sur le front, et nous allons tout de suite poursuivre avec les conséquences de la première opération Flamango. J'ai dit tout à l'heure, au début, que les Ukrainiens ripostaient. Alors que les Russes visent souvent des civils, les Ukrainiens frappent généralement des cibles militaires. Ici, nous avons une attaque contre l'aéroport de Simferopol, qui se trouve en Crimée. 2 hélicoptères ont été détruits lors de l'attaque. Sur les images quand le satellite m'a pris bon avant, on constate que à un endroit, il y avait un Mi-8, un hélicoptère de transport russe, et à un autre endroit, un Mi-24 And, un hélicoptère d'attaque, donc un hélicoptère de combat avec capacité de transport. Et à ces endroits, il y a maintenant des épaves, des carcasses calcinées. Les autres hélicoptères restants ont peut-être été endommagés lors de l'attaque et n'ont donc pas été évacués. Cependant, cela ne peut pas être confirmé. Donc, une attaque réussie des Ukrainiens contre la Crimée. Ensuite, il y a eu une autre attaque. En effet, une attaque a été menée contre une installation militaire à Volochine en Crimée. Les images satellites grossières montrèrent d'abord quelques objets endommagés dans l'eau et un bâtiment endommagé. Dans ce contexte, des aéroglisseurs ont été endommagés. Les Russes utilisent de là-bas des aéroglisseurs A-8 et A-25 patrouilleurs de surveillance. Normalement, chez les Russes, ils sont utilisés notamment par les gardes frontières, qui les emploient là-bas comme véhicules de transport tout-terrain ou amphibie. Idéal pour opérer dans les zones marécageuses afin de pouvoir continuer à opérer même avec un faible niveau d'eau. Tout cela de façon efficace. Plusieurs auraient été endommagés, mais les Ukrainiens ne disent pas en avoir détruit. Les premiers rapports indiquaient entre eux que les Ukrainiens y avaient utilisé un Neptun. C'est le missile anti-navire, qui peut cependant aussi être utilisé contre des cibles terrestres. Les Ukrainiens les ont plusieurs fois employés contre des cibles terrestres depuis le début de la guerre. Et cette utilisation était probable car il y a quelques jours, un véhicule de lancement Neptun a été détruit dans le sud de l'Ukraine par un missile russe. Les Ukrainiens avaient été découverts alors qu'ils lançaient un missile Neptun et avaient ensuite été touchés. Maintenant, les Ukrainiens affirment qu'il s'agissait en fait d'un FP5 flamand. C'est remarquable car ce serait maintenant la première utilisation. Pour cela, ils ont publié cette vidéo ici qui nous montre comment l'opération a été menée. Nous pouvons ici distinguer des véhicules à 3 endroits et nous voyons ici comment la fumée commence, comment la fumée devient visible. Et aussi ici, et tout de suite ici. Cela signifie que nous voyons aux 3 endroits que les propulseurs semblent démarrer. Les missiles de croisière sont lancés avec une fusée visible ici, qui se détache ensuite avant que le moteur principal prenne le relais. Ici, on peut très bien le voir, et c'est le missile de croisière qui disparaît à l'horizon. Ici, nous voyons un deuxième lancement, toujours avec la réserve que, théoriquement, il pourrait s'agir de choses falsifiées, d'images truquées.
Mais tout ici indique que les Russes ont effectivement été attaqués par le FP-5 dans ce cas. On observe le deuxième lancement et la fumée des précédents, puis le troisième missile de croisière était lancé, indiquant l'utilisation de 3 missiles ici. Le FP-5 flamand est ici presque confirmé visuellement, comme je l'ai dit, avec la petite réserve qu'il pourrait, en théorie, s'agir d'une opération de propagande des Ukrainiens. Et pourquoi est-ce important ? Comme je l'ai expliqué dans une vidéo en lien ici, le flamand pourrait potentiellement changer le cours de la guerre dans son ensemble. Selon les informations ukrainiennes, il a une portée de 3000 km. J'ai ici grossièrement pris une partie orientale de l'Ukraine, même pas près du front. Parce qu'avec une telle portée, il importe presque peu d'où en Ukraine il est lancé. Il est censé avoir une portée de 3000 km et la tête de guerre devrait peser 1000 kg. Ce serait 2 fois plus lourd que la Tomahawk et en ce qui concerne la portée, nettement supérieure à celle de la Tomahawk avec la plus grande portée. Celles généralement utilisées ont une portée environ moitié moindre que celle du flamand. Donc ici, une arme avec une portée énorme et en même temps une grande puissance explosive à bord. Comme je l'ai dit, il pèse 2 fois plus que le Tomahawk. C'est ce qui rend le flamand unique. Si les Ukrainiens ont raison à ce sujet, il est très bon marché à fabriquer. Comme le moteur provient d'un avion d'entraînement et est fabriqué à Zaporizhia, mais il est aussi compatible avec des moteurs occidentaux, ce qui permet également un approvisionnement depuis l'Ouest. Le moteur lui-même a des décennies et il est fabriqué en Ukraine. Cela implique une production nationale, une disponibilité potentiellement élevée et une bonne efficacité aérodynamique. Selon les images, l'ogive sera sans doute composé uniquement de bombes aériennes, stockées en grande quantité, ce qui accélère et réduit naturellement les coûts de fabrication. Nous avons donc ici un missile de croisière probablement simple et peu coûteux à produire. En grande quantité, l'Ukraine affirme en être capable. En octobre, elle prévoit une production de 200 unités en un seul mois. Et ici, nous devons le dire clairement, ce système d'armes peut permettre à l'Ukraine de briser la nuque de la Russie. Avec une portée comme celle-ci, et ici à peu près, c'est l'Oural. Cela signifie que c'est bien au-delà de l'Oural. Avec cette portée, presque toutes les grandes usines d'armement russes peuvent être touchées et détruites par ce missile de croisière. Il y a des exceptions. L'usine des avions Sukhoi est ici, mais ils ont besoin de moteurs qui se trouvent aussi dans cette zone. Cela signifie que toute la production d'armement russe qui compte peut être détruite directement par ces missiles de croisière, ou bien des composants indispensables de celle-ci. Par exemple, des composants indispensables à cette production. C'est une perspective dévastatrice pour les Russes. Mais il y a une autre histoire, bien plus importante. Car si les Ukrainiens parviennent à stopper la production de nouveaux avions de combat, cela aura certainement une importance à long terme, mais pas pour l'instant. Ce qui est important en ce moment, c'est de savoir comment l'État russe peut continuer à mener la guerre. Cela devient crucial car 90% de la capacité de raffinage russe est à portée de ce missile de croisière. À cela s'ajoutent 80 à 90% des stations de pompage et des stations de compression russes. En effet, le pétrole et le gaz ne s'écoulent pas tout seuls. Ils doivent toujours être recomprimés dans des stations de compression et le pétrole doit toujours être repompé. Cela signifie que le long de ces pipelines, il y a à intervalles réguliers des stations qui transportent les hydrocarbures vers l'avant. Et celles-ci sont bien sûr vulnérables, elles ne sont pas conçues pour résister à des attaques, et elles peuvent être détruites avec succès. 80 à 90% des stations de pompage et de compression russes sont à portée des Flamands. Cela signifie qu'ici, les Ukrainiens peuvent tout simplement neutraliser l'ensemble du transport russe d'hydrocarbures de cette manière. Et cela a déjà des répercussions, peut-être même des conséquences qui pourraient encore aggraver la situation. Bloomberg évoque ici les pertes de revenus des compagnies pétrolières Russie. Nous voyons ici par exemple Rosneft. Ses revenus ont été réduits à environ un tiers. Lukoil a vu ses revenus divisés par 2. Gazprom Neft et Tatneft conservent chacun moins de la moitié de leurs revenus. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, la Russie tire déjà moins de revenus du pétrole. Mais maintenant, toute son infrastructure pétrolière est en danger et peut donc être détruite. Regardons les oléoducs. Ici, c'est Ostlunga. De là, le pétrole et le gaz liquéfié sont exportés par les Russes. Eh bien, le pétrole et le gaz doivent arriver là-bas. Et cela peut se faire par chemin de fer, mais pas dans la même mesure et pas dans le même volume. Cela prend du temps et les capacités ferroviaires sont limitées. Les pipelines, qui transportent aussi, peuvent être arrêtés.
Il en va de même pour les pipelines exportant du pétrole par la mer Noire, qui peuvent aussi être mis hors service. Cela signifie que l'Ukraine peut mettre hors service l'écrasante majorité des exportations russes d'hydrocarbures, si le FP5 flamand peut faire ce qu'il promet, ce que les Ukrainiens promettent. Nous parlons maintenant du pétrole. J'ai déjà évoqué le chemin de fer, puisque le pétrole peut aussi être transporté en wagons-citernes. Eh bien, la Russie dépend totalement du chemin de fer. La Russie n'est pas seulement connue pour être le plus grand pays du monde, mais c'est aussi un pays très étendu. Un pays vaste qui dépend beaucoup de sa capacité à transporter des marchandises. Si les Russes reçoivent dans des munitions de la Corée du Nord, ces munitions doivent être transportées par ici vers l'ouest jusqu'au front ukrainien. Ceci peut théoriquement se faire avec des camions. Il y a des routes, mais il va de soi qu'on ne peut pas transporter efficacement des munitions sur une telle distance. Le chemin de fer est donc indispensable. La Russie est un pays tellement vaste qu'elle ne serait absolument pas capable, comme certains pays plus petits, de remplacer le système ferroviaire par des camions en cas d'effondrement. Elle peut certainement transférer ponctuellement sur des camions, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est le faire dans tout le pays. Cela n'aurait d'importance que si les Ukrainiens avaient des armes pouvant frapper la Russie sur quelques kilomètres. S'ils coupent une ligne de chemin de fer près de Soumy, cela ne fait pas du bien aux Russes. Mais ils disposent de lignes alternatives qui leur permettent de maintenir l'approvisionnement malgré tout. Ce n'est pas quelque chose qui ruine les Russes. Mais ici, nous parlons d'un missile qui peut atteindre bien au-delà de l'Oural et qui peut bien sûr y détruire des ponts ferroviaires. Nous arrivons à un point. Le chemin de fer est indispensable. Pas seulement pour déplacer du matériel lourd, ni pour transporter personnes ou marchandises brûlées à l'export. Pas seulement pétrole, gaz, mais aussi d'autres marchandises d'exportation et pour le déploiement militaire. Le matériel lourd, comme les chars, et l'approvisionnement des soldats ne peuvent être déplacés efficacement que par train. Seul le chemin de fer permet de transporter efficacement nourriture, munitions et obus d'artillerie. La Russie, en raison de la taille de son territoire, dépend entièrement du chemin de fer et a basé toute sa doctrine dessus. Elle ne possède pratiquement pas de camions car elle ne s'est jamais préparée à la possibilité que le système ferroviaire dans son ensemble puisse être menacé. La Russie compte plus de 100 000 km de voies ferrées, dont 51% électrifiées. Ce qui signifie bien sûr qu'ici aussi, il y a des postes de transformation, des centrales électriques, etc., qui peuvent être attaqués pour retirer aussi les locomotives électriques de la circulation. Et dans l'ensemble, le chemin de fer, le réseau ferroviaire, est également concentré à l'ouest de l'Oural, donc grossièrement à l'ouest, dans cette zone ici. Parce qu'ici, la majorité des Russes y vivent, la majorité de l'industrie s'y trouve, et tout cela est à portée du Neptun. Au total, il y a au moins 30 000 ponts ferroviaires en Russie. Si l'on prend donc les 65% de chemins de fer à l'ouest de l'Oural comme référence, environ 20 000 ou plus se trouveraient à l'ouest de l'Oural. Et comme je l'ai dit, le Neptun atteint même au-delà de l'Oural. La Russie a donc un vrai problème. La Russie dispose certes de ponts provisoires, nous en voyons un ici avec eux. Et ici, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un train qui circule sur un pont flottant. Cependant, l'installation prend plusieurs heures. Pour les anciens systèmes, cela prend 7 à 8 heures, tandis que pour les plus récents, cela prend environ 5 heures. Cependant, le train est considérablement ralenti dessus. Sur les anciens ponts flottants, le train roule à 5 km par heure, mais sur les modèles modernes introduits récemment, il peut atteindre 15 km par heure. Mais cela signifie que même si les Russes ont construit un pont provisoire, cela représente un goulot d'étranglement pour toute la ligne. Parce que les trains doivent considérablement ralentir à cet endroit, parfois, selon le poids, un seul train peut passer à la fois, ce qui provoque des embouteillages qui bien sûr ont un impact à long terme sur l'ensemble du réseau. Et ici, il s'agit uniquement de remplacer le pont au-dessus de l'eau, sans évoquer qu'un pont est généralement bien élevé au-dessus de l'eau. Il faut donc construire de nouvelles rampes pour que le train puisse descendre jusqu'à l'eau, puis remonter. Ici, il ne s'agit pas non plus de ponts traversant des ravins secs, mais simplement d'un pont construit sur le terrain. Là où un pont flottant ne peut être installé rapidement, mais où une nouvelle structure est nécessaire. Tout cela devient un problème lorsque les Ukrainiens commencent à détruire les ponts. Et avec un missile de croisière doté d'une ogive d'une tonne, cela devient à portée de main. Fondamentalement, il n'y a aucun moyen pour les Russes de s'en protéger. Les Russes ont tant de cibles
qu'ils ne peuvent pas mettre de défense anti-aérienne à chaque pont. Même s'il y avait quelque chose à chaque pont, cela ne garantirait pas que ça marche. Souvent, malgré une forte défense anti-aérienne, quelque chose passe quand même. C'est la règle. Cela signifie que les Russes n'ont aucune chance de protéger tous leurs ponts ferroviaires. À cela s'ajoute bien sûr la guerre d'usure dont nous parlons depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus. La guerre d'usure use, bien entendu, les 2 camps. Ce n'est pas seulement que les Ukrainiens ont perdu beaucoup de matériel et de personnel, les Russes en ont bien sûr perdu aussi. Et si nous regardons Oryx, la liste Oryx, rien que là, 342 pertes de systèmes de missiles solaires y sont répertoriées. Ce sont celles confirmées visuellement. Ici, nous ne parlons pas encore de toutes celles qui n'ont pas été confirmées visuellement, nous ne parlons pas encore des systèmes radars qui ont été détruits. Tous ces systèmes qui ont été détruits par les Ukrainiens au cours des dernières années de guerre n'ont eu pour l'instant aucun impact. Mais maintenant, ce sont justement des systèmes qui manquent, que la Russie ne peut plus utiliser à l'arrière pour stopper de futures attaques flamands. Dans l'ensemble, c'est donc ainsi que l'Ukraine peut attaquer les Russes dans une zone où les Russes n'ont aucune chance de la protéger. Et il dispose d'un système d'armes qui est nominalement capable d'infliger aux Russes les dégâts nécessaires. Les Russes ont un si grand nombre de cibles qu'ils ne peuvent pas les protéger. Si l'Ukraine peut maintenir les chiffres de production annoncés, si assez de missiles de croisière passent, l'Ukraine pourra détruire plus que la Russie ne pourra réparer. Alors la Russie aura un très très gros problème. Car si ces attaques ont lieu en nombre attendu, la Russie ne pourra plus les compenser. On peut toujours compenser en limitant l'utilisation. Il y a bien sûr des voies secondaires sur le chemin de fer, un pont détruit, alors on contourne simplement la zone. Mais cela ne fait que remplacer une difficulté à un endroit. Et bien sûr, on peut aussi utiliser des camions, transborder et recharger sur des trains. On peut improviser ou remplacer, mais toujours dans une certaine mesure. Et là, tout dépend simplement du volume des attaques et de la qualité des attaques que les Ukrainiens sont capables de mener. Et bien que leurs drones nationaux aient déjà causé des problèmes aux Russes, ils n'ont pas vraiment été capables de détruire un pont, une ogive de 1000 kg. Surtout, plusieurs d'entre elles, avec une fréquence et une précision appropriées, peuvent avoir un effet nettement plus important. Nous devons aussi considérer l'énergie cinétique ici. Il s'agit aussi d'une fusée ou d'un missile de croisière de plusieurs tonnes, dont l'énergie cinétique seule endommagera le pont, en plus de l'explosif. Dans l'ensemble, cela deviendra un sérieux problème pour les Russes s'il y a un jour des attaques quotidiennes. Les Ukrainiens devraient pouvoir le faire très bientôt, si leurs déclarations sont exactes. Si la Russie produit 7 unités par jour, cela pourrait lui causer un grave problème. On ne peut plus le dire autrement ici, si les informations ukrainiennes sont exactes. Si le flamand fonctionne réellement comme les Ukrainiens le promettent, s'il est effectivement produit dans les quantités annoncées, alors l'Ukraine pourra détruire bien plus que ce que la Russie pourra réparer. Et alors, la Russie se retrouvera face à un problème d'une ampleur telle qu'il sera intéressant de voir comment elle va gérer cette situation. Je ne sais pas exactement ce que la Russie compte faire dans ce cas-là. Elle devra en tout cas faire preuve de créativité pour faire face à cette menace, si elle ne veut pas avoir de problème. Non seulement pour ravitailler les troupes au front, plus vulnérables, sans approvisionnement et incapables d'avancer, mais aussi pour le front intérieur. Car si les prix de l'essence explosent là-bas, s'il n'y a plus d'essence, si les produits finis ne peuvent plus être transportés pour l'exportation, alors l'économie en Russie s'effondrera aussi. Et alors, le trône du Kremlin commencera soudainement à vaciller très rapidement. Donc cela va devenir intéressant. L'Ukraine a clairement vu ici une fenêtre d'opportunité s'ouvrir qui peut fondamentalement changer la guerre pour elle. Et d'après ce que l'on voit, la première utilisation de ce système d'armes a maintenant eu lieu. Et c'est tout de ma part pour le moment. Si vous avez aimé la vidéo, je serais ravi d'un pouce levé. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. Comme mentionné, je vous mets ici le lien de la vidéo où je détaille le FP5 flamand. Vous pourrez la regarder si vous l'avez manqué. Et mercredi prochain, à 20h heure allemande, nous aurons un live stream suivi d'une séance de questions-réponses. Nous passerons en revue la situation actuelle, ce qui s'est passé en Ukraine, mais aussi nous pourrons aborder différents scénarios et répondre à vos questions. Sur ce sujet et d'autres liés. Ce serait un plaisir de vous y retrouver. Voilà, c'est tout. À ce stade, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci au lieutenant.
Janice G, Robert Ville, Anti-X, Robert Günther, Sacha Müller-Cunningham, Eustress, Uwe de Vren, Nickname de Bib, Karsten Schulz, Sacha Horbart, Gulashnacha 4000, Tequila 42 et Badass Lawyer. Merci beaucoup. Sans vous, cela ne serait pas possible.